Quand on construit une ville nouvelle, deux questions se posent. La question de lieu, où construire la ville. Et la question comment, quelle forme donner à cette ville. La première a presque toujours appartenu aux politiques. Mais seuls les architectes, qui sont par destination des créateurs de formes, ont le pouvoir de répondre à la seconde. C'est ça. Pour expliquer la ville, on pourrait, disons, se contenter de dire au départ, il y avait le village, il a grossi, il est devenu une ville. Ce serait en grande partie faux. Au village, il n'y avait, pour être schématique, que des paysans, des chasseurs, des bergers. La ville commence lorsqu'arrivent de nouvelles activités. Bûcherons, pêcheurs, puis commerçants, puisqu'il faut bien échanger les produits, banquiers, prêtres, etc. Qui dit croissance dit donc monde nouveau. Ça n'a pas changé depuis d'ailleurs. Lorsqu'un village de la banlieue d'une ville est gagné par les constructions, ses activités changent du tout au tout. Ce monde nouveau, il faut bien l'organiser. Il faut que ces activités soient le plus variées possible et qu'en outre elles soient protégées. La ville se fera donc d'elle-même, au nœud de communication, et s'entourera de fortifications pour se défendre. Elle pourra être carrée, comme Montpazier dans le Midi qui reprend le plan des camps militaires des Bastides anglaises. Sa forme pourra même se compliquer beaucoup, comme en Italie à la Renaissance où Scamozzi dessinait des villes en forme d'étoiles, des formes qui seront d'ailleurs reprises au XVIIIe siècle en France par Vauban. La ville pourra aussi grandir, prendre comme à Nice la forme de demi-cercles concentriques. On arrivera toujours, jusqu'à une époque récente, à contrôler son évolution. La ville se parera de signes distinctifs, des temples, des tours, comme à San Gimignano en Italie, des palais, feront que, à l'inverse de ce qui se passe dans ces banlieues, aucune silhouette de ville ne pourra être confondue avec une autre. Jusqu'entre les deux guerres mondiales, les villes françaises avaient réussi à tenir dans leurs murailles. C'est dans les années 20 que l'équilibre se renversa totalement. Un exemple parmi des centaines d'autres en témoigne, celui de Bobigny. En 1910, ce village de la région parisienne était un bourg de maraîchers, organisé autour de son clocher. Entre les deux guerres mondiales, une vague de pavillons submerge la ville. Aucune forme pour les nouveaux quartiers, pratiquement pas d'urbanisme. En 1950, 3000 logements sont construits d'un seul coup, sans qu'il soit possible, malgré la taille de l'opération, de parler d'urbanisme. Entre 1954 et 1962, la population de la ville double. Il faut construire de plus en plus vite. Dans la hâte, personne ne se soucie de mettre au point un cadre qui permette l'évolution de la vie des gens. Parmi les nombreux projets que nous avons examinés en préparant ces émissions, l'un d'entre eux nous a paru attacher plus d'importance que les autres à la forme de la ville. C'est un projet qui a été réalisé, enfin plutôt qui a été présenté pour la ville nouvelle d'Évry, et c'est le projet de l'AUA, Atelier d'urbanisme et d'architecture. Les architectes de l'AUA vont jusqu'au bout d'une certaine idée de la ville qui est celle de la continuité du tissu urbain. L'architecture moderne a su proposer des solutions originales au stade du bâtiment isolé, mais elle échoue le plus souvent lorsqu'il s'agit de concevoir des ensembles qui soient autre chose qu'une simple juxtaposition ou un simple empilement. Nos interlocuteurs d'aujourd'hui tranchent la question en faisant, sinon de la ville, du moins du quartier, un seul et unique bâtiment. Le projet d'Évry, c'était le projet le plus poussé de l'AUA. Il n'a pas gagné le concours. Il est malheureusement, je crois qu'on peut dire malheureusement, arrivé deuxième à ce concours, mais il donne très bien une idée de ce que ça pouvait être dans la forme la plus aboutie. Ce que nous allons examiner avant pour mieux comprendre Évry, c'est un embryon de réalisation dans le même esprit, fait par cette même équipe dans la ville nouvelle de Grenoble et Chirolles. Pour les concepteurs de la ville neuve de Grenoble, l'une des idées maîtresses a été tout d'abord une recherche de résolution globale des problèmes urbains. C'est-à-dire qu'on a voulu faire ni un pastiche de ville ancienne, ni un grand ensemble type banlieue parisienne, mais une sorte de tout cohérent dans lequel chaque élément était en relation étroite avec tous les autres. C'est ce qui nous a conduit au principe du quartier linéaire que nous avons ici, principe qui consiste à créer une sorte de bande de construction sinueuse, non orthogonale, pour une plus grande fantaisie dans les perspectives et dans la perception du quartier, bande de construction sinueuse qui varie de 6 niveaux à 15 environ.
Cette bande, d'ailleurs, crée un certain nombre de criques, de façon à ce que, depuis le quartier, on n'ait jamais la perception globale d'1 kilomètre de construction sur toute la longueur. Ces criques permettent une appropriation plus facile et la création de mini-quartiers, en quelque sorte, dans le paysage. Outre ce problème de criques, il a été recherché pour le premier quartier de l'Arlequin une très forte concentration des différents équipements. C'est-à-dire qu'on a cherché à faire en sorte que les espaces urbains privilégiés au sol, lieu d'échange et de communication entre les habitants, soient sur des passages obligés le plus réduits possible, linéaires, puisque le quartier était linéaire, sur lesquels la plupart des équipements, séparés chacun par des distances très faibles, venaient se greffer. Alors face au quartier de l'Arlequin se situera un deuxième quartier à une distance qui variera de 250 mètres à 500 mètres du premier, derrière la ligne d'arbres que nous apercevons ici sur le terrain. Entre ces deux quartiers existera, et commence déjà à exister d'ailleurs, un parc de 20 hectares. Mais dans l'espace qui vous était donné, vous auriez pu étaler toutes les habitations sur le terrain en leur donnant une faible hauteur, par exemple. Pourquoi n'avez-vous pas choisi cette solution? Parce qu'on a voulu donner le plus de chance possible à l'animation, c'est-à-dire qu'en concentrant l'habitation et en concentrant donc tous les éléments qui accompagnent l'habitation, nous donnons les meilleures chances pour qu'une animation urbaine puisse avoir lieu. Il y a aussi une autre raison, c'est que nous souhaitions qu'il y ait un rapport de vue pour chaque logement avec la montagne. Les Grenoblois sont très attachés à leur montagne et donc en concentrant les logements en certaines zones particulières, on pouvait dégager ces concentrations les unes par rapport aux autres et donner à tous les logements une vue très large sur les montagnes environnantes. La couleur permet aussi un repérage, elle permet d'individualiser, de donner une personnalité différente d'une crique à l'autre ou d'un bâtiment à l'autre. Et aussi, je crois qu'il ne faut pas se cacher que pour cette polychromie du fond, il est certain que c'est une polychromie corrective. Devant la statique du bâtiment, on a éprouvé le besoin d'introduire un élément dynamique qui était la couleur. Par le fait de sa grande plasticité, on a pu effectivement introduire des éléments diagonales sur les façades et permettre ainsi de donner à ces bâtiments une allure un peu plus dynamique que la statique qui leur était donnée. Et dans le repérage des appartements eux-mêmes, on peut, selon les tranches de couleurs auxquelles on appartient, situer son logement un peu mieux sur une façade très monoforme. Il y a un problème d'échelle aussi, c'est de permettre aux habitants de la Villeneuve, à l'aide d'ailleurs des équipements qui sont en premier plan, d'accéder à l'échelle la plus haute. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'échelle de son corps par rapport à 17 niveaux par exemple. Si on mettait brutalement en contact une personne avec 17 niveaux, il y a une perte d'échelle étonnante. Par les successions de premier plan et l'écrêtement des bâtiments, on permet d'accéder à la plus grande hauteur des bâtiments d'une manière progressive. Ce qui fait qu'on adhère à l'échelle d'une manière beaucoup plus progressive. Et là encore aussi, c'est un élément de repérage. Les différences de hauteur permettent d'identifier plus facilement un logement ou un ensemble de logements par rapport à d'autres. Il est fait d'avoir donc créé la rue avec les équipements qui viennent s'intégrer à l'intérieur nous permet de passer doucement du plan horizontal au plan vertical avec des plans successifs qui commencent de l'horizontal à la verticale. Je crois que ce qui caractérise cette Villeneuve, en fait, c'est un quartier nouveau de Grenoble, mais pas une ville nouvelle. C'est la création de cet espace public que vous pouvez voir ici, qui se matérialise par ce vide sous les bâtiments et qui est une rue piéton, une transposition de la rue classique, une rue couverte sur laquelle s'attachent tous les équipements du quartier. On en voit ici un, qui est le bar animation, et on pourra en voir un peu plus loin. L'idée de la rue est l'idée première pour vous? C'est-à-dire que c'est un espace de passage obligé sur lequel tous les équipements sont à faible distance les uns des autres. Par conséquent, l'usager peut avoir tout à la portée de la main dans un rayon extrêmement limité.
Cette galerie est un lieu de circulation piétonnière sur laquelle donc on trouve tous les équipements du quartier. C'est un lieu de circulation et de passage permettant de regagner la partie centrale de la ville neuve. C'est en même temps un support pour toutes les indications, toutes les activités, toutes les prestations urbaines, que ce soit l'éclairage public, les problèmes de lumière, que ce soit la couleur, que ce soit les signalements, les informations urbaines nécessaires, que ce soit le mobilier urbain. La rue intérieure est une sorte de support pour tous ces éléments. Mais ce qu'on souhaitait, c'est que la rue puisse se modifier dans le temps et que notre intervention ne soit pas sacralisée, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas figée, mais qu'au contraire, elle puisse susciter des transformations de la rue dans le temps. C'est pourquoi nous avons prévu sur la structure d'origine de la rue, c'est-à-dire sur les piliers porteurs des bâtiments, un certain nombre de réserves, de trous, de consoles qui permettent à tout moment soit d'appuyer un plancher, soit de venir mettre et de venir avec une vis et un boulon accrocher au fond toutes sortes d'équipements que le futur jugera nécessaire d'accrocher. Au fond, cette rue a une réponse actuelle, qui est une réponse qui, bien sûr, peut très bien se modifier dans le temps parce que tous les éléments d'attente sont présents et c'est un simple jeu de mécano qui permet au fond de transformer absolument toute la rue. Il faut imaginer que nous avions une rue qui était très encombrée à l'origine parce qu'il fallait descendre verticalement toutes les charges, tous les fluides du bâtiment et la rue se trouvait très encombrée de poteaux, de voiles, de murs, de gaines, etc. Et il a fallu, dans un premier temps, avant même de l'aménager cette rue, lui donner une certaine unité qui évitait par exemple de la découper en deux systèmes d'arcades et lui donner un caractère d'union, d'unification. Et je crois que la couleur nous a beaucoup servi pour ça. La couleur nous a servi donc à donner une unité de perception de la rue comme un espace unique et aussi à faciliter le système du repérage. C'est-à-dire que la couleur correspond à une cage de bâtiment et aussi à une cage d'escalier. Et on retrouve répertorié à tous les étages la même couleur, c'est-à-dire que cette couleur-là facilite le repérage à l'intérieur de la ville. Ce repérage se terminant bien sûr par une numérotation assez classique des cages d'escalier. Je crois qu'essentiellement un des atouts que s'est donné cette ville par rapport à d'autres, c'est l'intégration de l'ensemble des masses construites, c'est-à-dire que les équipements ne sont pas isolés d'autres équipements, mais sont totalement intégrés dans une structure de liaison qui est donc cette rue. Donc, de la rue, on participe physiquement, directement avec l'équipement. Bon. Par exemple, la maison de quartier longe la galerie de l'Arlequin sur plusieurs centaines de mètres, offrant un certain nombre de possibilités d'accès et mettant en quelque sorte en vitrine les activités qui se passent à l'intérieur, tel l'atelier d'affichage. Les ensembles sportifs construits ou à construire vont être eux aussi en vitrine sur la rue. Par de larges vitrages, on va pouvoir apercevoir de la rue ce qui se passe à l'intérieur des ensembles. Nous, notre mission à nous, c'est donner un espace dont la relation, on pense, doit être possible. Si il est possible, c'est plus notre affaire. Et c'est les gens qui vont vivre cet espace-là qui doivent les rendre possibles. Et c'est l'appropriant ou les subissant. De deux. Je crois qu'il y a deux types de population à la Villeneuve. Je crois qu'il y a un type de population qui a pas mal de temps libre et qui utilise ces temps libres à utiliser les équipements de la Villeneuve, à la vivre cette Villeneuve. Et par conséquent, c'est tout naturel à la contester parce que je pense que la contestation fait partie intégrante du type d'urbanisme qui a été créé ici. Cette contestation n'a pas été poussée, mais il n'empêche que cette contestation fait partie intégrante de cet urbanisme. Et puis il y a d'autres, qui est la plus grande masse des habitants, qui sont des travailleurs dont la journée, les trois quarts de la journée sont occupés au travail ou à récupérer la force de travail. Et par conséquent, ces gens-là participent effectivement fort peu à l'activité du quartier. Au fond, de savoir si les gens sont contents à Grenoble, c'est un problème qui nous dépasse. Il y a un autre aspect aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ans, 4 ans, tout ça c'était une théorie. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, c'est une référence pour faire des autres choses peut-être meilleures. Mais tant qu'il n'y a pas des références et des expériences, comment peut-on en parler de quelque chose de réel? D'ailleurs, je crois que c'est une réponse qu'on ne pourra donner que d'ici un certain temps. Et que n'importe comment, la rue elle-même n'étant pas terminée, tous les équipements, en particulier les emplois qui doivent venir s'installer contre la rue n'étant pas encore en place, on ne peut pas donner de réponse exacte sur le cadre de vie et son résultat et ce que les gens en pensent. D'ailleurs, c'est assez souvent contradictoire, la manière dont le cadre physique est vécu par les gens. Pour ne citer qu'un exemple, il y a eu à une époque, il n'y a pas si longtemps,
une très grosse poussée de la population en faveur, disons, d'une réorientation de l'organisation du parc central. Les gens le vivaient comme une structure beaucoup trop violente, beaucoup trop forte, une structure beaucoup trop raide et beaucoup trop rigide. Ils auraient souhaité un parc davantage à l'anglaise, avec des formes beaucoup plus souples. Et ils ont donc manifesté assez violemment leur désir sur l'opération. Et ils ont un jour organisé une manifestation. Et ils ont précisément donné lieu de rassemblement pour cette manifestation à la place centrale, qui est le lieu qui est réellement, lui, le plus structuré et, disons, le plus architecturé. Donc il y a une forme de contradiction. Parce que qu'il contestait le plus. c'était le symbole, et en même temps, je crois que seul le rendez-vous était possible là, parce que c'était une forme définissable. On pouvait en donner le contour très facilement. On pouvait même lui donner un nom, parce qu'ils l'ont appelé eux-mêmes la place rouge. Et c'est d'ailleurs, je crois que de là où vient la vérification d'une théorie, enfin, si on peut appeler ça une théorie, qu'on ne s'approprie l'espace que dans la mesure où il est correctement structuré. Dans l'indéfini, dans le flou, on ne peut pas s'approprier l'espace. L'espace se sacralise immédiatement. C'est l'image qu'on retient dans le flou. Par contre, quand on propose une structure très claire, très ordonnancée, il y a appropriation possible. Il veut donc mieux une structure qui paraît hostile au premier abord, Oui. mais qui a le mérite de la clarté. C'est ça. D'ailleurs, je crois que toute l'opération Villeneuve a cet avantage et cet inconvénient d'être extrêmement claire au niveau des intentions. Et parfois, cette clarté, pour certains, se transforme en, disons, en terrorisme. Mais au fond... Mais ce qui est assez curieux, c'est que ce qui est peut-être répulsif pour certains est au contraire attractif pour d'autres. Selon les termes du programme, Évry 1, premier quartier de la ville nouvelle, préfecture de l'Essonne, devait s'organiser autour d'un axe piéton et de transport en commun non polluant en forme de V. La solution, adoptée par l'équipe de l'AUA, est celle de la concentration des habitations et des équipements le long de cet axe. Elle ménage 63 hectares d'espace libre pour seulement 19 hectares bâtis. Elle va même au-delà des propositions de densification du programme, alors que les solutions proposées par les autres concurrents restent en deçà. Dans le projet lauréat, par exemple, les étendues non bâties sont beaucoup plus restreintes et fragmentées. Sur la maquette de l'AUA, au contraire, nous voyons que de part et d'autre de la rue axiale, le terrain est entièrement libéré. Il s'agit ici d'une rue véritable, et non plus comme à Grenoble, d'une galerie couverte. Cette rue n'a cependant guère à voir avec la rue traditionnelle. Elle se présente comme un espace à la fois intérieur et extérieur, sorte de nef mi-fermée, mi-ouverte par de vastes fenêtres urbaines, volume charnière entre tous les éléments de la ville et réceptacle de tous les déplacements. Et précisément pourquoi libérer un espace dans le cas d'Évry ? Mais parce que les espaces libres que nous appelons résiduels ne servent à rien, sauf à occuper des jardiniers et à faire promener les chiens. Et nous avons fait le choix de deux espaces. Un espace qui est contrôlé par l'architecture. Ce volume est à peu près celui des Champs-Élysées. Si vous voulez, en masse, les Champs-Élysées auraient cette largeur-ci, dans lesquels se passent des rapports entre les gens, cernés par les arêtes des bâtiments, dans lesquels le mouvement des gens, la relation des gens compte, et des espaces extérieurs qui sont à l'échelle des parcs, qui peuvent être plantés, parce qu'on sait très bien que planter 3 baliveaux dans un coin, ça ne fera jamais un bois. Et si l'on veut donner aux gens la possibilité de vivre en ville, il faut aussi leur donner par contraste la vue et la promenade, dans ce qui est convenu d'être à l'opposé de la ville, enfin qui est tout aussi domestiqué que la ville, mais fait avec d'autres matériaux, fait avec le matériau arbre, avec du matériau végétal, comme là c'est fait avec du matériau minéral. Parce que cette fragmentation des choses à l'infini, ça a un nom, ça s'appelle la banlieue. Si on pouvait louer un hélicoptère et s'envoler de cette salle, vous verriez ce que donnent ces espaces uniformément dispersés. Pour la trame urbaine, il faut savoir que nous, on est concernés aussi par deux problèmes qui sont pour nous indissociables. Le premier, c'est la densité. Le deuxième, c'est l'activité produite, induite par cette densité, sans lesquelles on ne peut pas avoir une trame dite urbaine. On peut avoir une trame, disons, abstraite sur laquelle s'intègrent les équipements. Mais que signifie exactement densité dans ce cas-là ? Densité pour nous signifie mettre tous les atouts de notre père, donc les logements et les équipements qui sont induits par lui,
sur les plus faibles linéaires pour que on trouve une densité d'occupation, d'activité et des relations qui induisent le maximum d'animation possible. On croit que la ville est essentiellement ça, le lieu d'échange d'activités. Alors, je crois que la maquette elle est très explicite. On est allé dans la linéarité parce qu'elle nous semble être, faute de connaître toutes les conséquences urbaines d'aujourd'hui. La ville, historiquement, s'était toujours installée sur un axe des communications. Ici, à la base, il y avait un transport en commun sur site propre. On s'est embobiné autour de lui et on essayait de mettre tous les programmes autour de lui. Que cette solution-là dégage ou pas des espaces verts, qui est un avantage en plus du problème, ne signifie pas que même si on ne dégageait pas d'espace libre, la solution serait adoptée la même. On croit que uniquement à travers la densité, la concentration et toute une série de situations spatiales qui se créent par cette notion-là, qu'une vie urbaine peut s'installer avec ses conséquences. Donc ce qui vous intéresse plus, c'est de concentrer plutôt que de libérer, en fin de compte. Voilà. Oui, mais alors à ce moment-là, le côté linéaire est-il valable dans tous les cas, ou bien uniquement dans le cas des prix? Elle est très valable dans ce cas-ci, parce que le programme fixait le tracé du projet par le tracé de la ligne de transport en commun. Et le dessin du projet était donné dans le programme. Que ce dessin ait été brouillé par les autres concurrents qui se sont ramenés à des images plus pittoresques, c'est possible, mais nous, notre désir, indépendamment de tout ce qui a déjà été dit, c'était également de faire sentir des échelles de lecture de ce projet. On ne peut pas faire une ville, on ne peut pas faire un quartier en agglomérant, en juxtaposant des logements. Une ville n'est pas faite comme l'intérieur d'une boîte de petits pois. Il y a des carrefours, il y a des perspectives, il y a des dômes, il y a des églises, il y a des tas de choses qui repèrent l'espace. Et c'est ce qui existe dans ce projet. Oui, mais dans ce projet, on a l'impression, au premier abord, d'un village construit le long d'une route. C'est pas ça pour vous? Ah, c'est aussi ça. D'une certaine façon, oui. Qu'est-ce que c'est qu'une rue? Et on a sans cesse des références avec les rues traditionnelles de nos villes, quand on parle d'architecture urbaine. Qu'est-ce que c'est qu'une rue, si ce n'est effectivement une concentration de logements le long d'une voie? Et cette voie, elle ne peut plus être une voie automobile pour toutes les nuisances qu'elle apporte, et nous le savons, mais elle peut se retrouver de cette façon linéaire, parce que en fait le linéaire, ce n'est pas un but, c'est pas un objet en soi, c'est un moyen de résoudre ce problème de l'animation urbaine. Mais le linéaire vaut pour une petite ville, ou pour un village, pour un bourg. Est-ce que ça vaut pour une ville plus grande? Bon, je crois que là, c'est réellement la vraie question. Si on imagine la distance qui existe entre les deux petites gares qu'on a ici, on peut imaginer que c'est de l'ordre de 300 à 350 mètres, 5 minutes à pied. Donc on pose réellement un problème qui est à l'échelle d'un homme qui marche, qui flâne sur un espace de temps assez court. On imagine mal une ville, disons, d'une population 10 fois supérieure, rester sur la même longueur avec un même traitement sans lui donner des variations d'animation. Je crois que ça existe quand même. Ça existe. Saint-Étienne, par exemple, est une ville extrêmement animée et qui est quand même construite sur une seule rue. Il n'y a qu'une rue à Saint-Étienne. Oui, mais ça tient aussi au site particulier de Saint-Étienne. Et là, enfin, il faut le redire, cette réponse-là, même si elle appartient à une famille de réponses que l'on a développées, soit à Grenoble... Il nous appuie. Saint-Étienne, ça existe, oui. Merci. Oui. Et je disais tout à l'heure 5 minutes pour expliquer que là, on court aucun risque. Qu'on savait que 5 minutes, on les a bien réussi. Il n'y a aucun risque ici. Il y a une variété énorme sur un parcours qui ne dépasse pas 5 minutes. Vous dites Saint-Étienne, ça marche, on fait 20 minutes, bon, ça y est, tant mieux. C'est vrai que Saint-Étienne a des équipements de caractère régional qu'on ne peut pas accueillir ici à l'intérieur, mais il ne faut pas oublier que cette rue-là amène au centre culturel d'Evry d'un côté et à une zone de l'autre
qui va être les centres de l'automobile avec un grand centre commercial. C'est-à-dire cette linéarité-là aussi est une linéarité qui est commandée par des pôles. Ce n'est pas une linéarité gratuite. Alors, le premier impératif de l'organisation de l'espace, ça serait donc la circulation, pour vous. Non, exactement ça. Non, non, non. Mais si, vous avez fait ce schéma en fonction de la circulation. Il ne faudrait pas qu'on se fasse piéger à savoir que la réponse qu'on peut donner à un projet puisse devenir réponse à tout le projet. C'est-à-dire qu'on peut comprendre l'inquiétude des gens qui nous questionnent à ce sujet-là, de vouloir trouver, au projet qu'on propose, une solution à tous les problèmes urbains qui se proposent. Cette réponse-là est une réponse à Évry, compte tenu d'un programme et d'une situation donnée. Et je crois qu'on ne peut pas chercher à l'étendre sur toutes les relations urbaines. Hein. Mais qu'avez-vous contre la circulation? Puisque le grand problème qui se pose actuellement, à l'échelle de la ville ou à l'échelle même du territoire, c'est la circulation. Je crois que plus que circulation, il nous intéresserait plutôt qu'on utilise le terme d'un espace de relation. C'est-à-dire que ce qu'on a privilégié, la relation, et ça peut être une circulation. Oui, disons que la question aussi des circulations concerne un peu la notion de voie automobile. Il faut pas... On n'a jamais parlé du fait que l'automobile circule à un niveau différent que le piéton. L'automobile est entièrement en souterrain et les voies automobiles viennent des piquages en perpendiculaire sur une grande voie qui dessert toutes les voitures de service et les parkings qui sont au sous-sol, sur lesquels bien se greffer le modèle urbain. Oui, mais ça, c'est une solution que vos concurrents ont proposée aussi. Enfin, je crois que dans tous les projets, la circulation automobile est une circulation à un niveau différent, souterrain en général. Oui, mais revenons à la circulation. Pardon. Effectivement, c'est pas ça qui fait l'originalité. Non, mais cette question... C'est pas le problème de circulation automobile. Oui, nous avons privilégié la circulation en ce qu'elle est relation, c'est-à-dire cet élément fort qui est le transport urbain. Il se passe quelque chose entre des gens qui sont assis comme nous sommes assis, qui peuvent regarder par la fenêtre le parcours qu'ils font à l'intérieur de la ville. Il se passe quelque chose, ou il peut se passer quelque chose, entre des gens qui marchent d'un point à un autre, de leur logement à une école, de leur logement à un gymnase, de leur logement en centre commercial. Il ne se passe rien entre des gens qui sont serrés dans des petites boîtes, les uns à côté des autres, dans une rue et qui attendent le feu rouge. C'est pour cela que la circulation automobile ne peut pas créer cet espace de relation. Si les automobiles étaient autres, si elles étaient, je ne sais pas, futuristes ou électriques ou décapotables ou roses, peut-être que la voie automobile pourrait être cette armature urbaine. Elle ne peut pas actuellement. En fait, ce projet s'efforce d'apprivoiser l'espace. Et ce qu'il y a, enfin, ce qui nous paraît contradictoire à l'époque où les gens commencent à voler et même quittent notre système pour se mettre en satellite d'autres systèmes, c'est de faire des projets pyramidaux qui expriment le côté statique de gens qui pouvaient à peine de leurs mains ou avec des troncs d'arbres monter des pièces les unes sur les autres. Et ça, c'est une chose qu'on trouve au travers de toute l'histoire de l'architecture, cette tentative d'apprivoiser l'espace. Ça existe dans les cathédrales, ça existe dans l'architecture baroque, et ça existe même à Paris sous la forme de la Tour Eiffel. Quand on est au premier étage de la Tour Eiffel, entre ces 4 piliers, on voit le monde différemment. Et cette contradiction de l'homme, disons, les pieds ancrés dans la terre et du ciel qui est autour de lui, je crois que d'une certaine façon, ce projet y répond. Et qu'on ajoute aux images de la ville, parce que nous n'avons pas les moyens d'argent du marbre, nous n'avons pas les moyens d'argent de l'or, mais le luxe le plus grand, et chacun le ressent dans sa peau, c'est le luxe de l'espace. Et cet espace que nous donnons dans ce projet. Oui, d'après ce que vous dites, la jouissance de l'espace, oui, la pratique de l'espace par l'usager, et de deux sortes. C'est une jouissance dynamique par le mouvement, par la circulation, et une jouissance également par la vue. Est-ce que cette dernière jouissance est importante pour vous? Tout autant. Je crois qu'avant de s'interroger sur la jouissance de la vue, je crois qu'il y en a d'autres qui sont bien plus importantes. Je crois que c'est aussi la notion de support qui serait très importante de développer, car la ville, pour nous, ne devrait pas être un objet fini, mais quelque chose qui propose des services latents. Je ne sais pas si c'est bien. Oui, mais permettez-moi de vous interrompre un peu, parce que précisément, ce qui frappe la personne qui voit votre maquette, c'est précisément qu'elle est plus faite pour la vue que les autres, elle est beaucoup plus belle à regarder, et d'autre part qu'elle donne beaucoup plus le sentiment de l'objet fini. Parce que nous avons su répondre à disons que c'est simplement parce qu'on ne peut pas s'interdire de réussir des objets qu'on fait. Mais ça a l'air un peu contradictoire, mais l'objectif n'était pas de faire un objet. On ne peut pas s'empêcher d'en faire un. Mais on a pris toutes les précautions pour qu'il puisse se modifier. Voilà ce qui est important. Oui, mais
Il y a actuellement une espèce de démagogie du lait. Que cet objet soit réussi, eh bien, je crois que ça témoigne de notre activité d'architecte. Il y a une espèce d'orgueil à ne pas faire les choses, à se réfugier derrière des trames mécaniques, à dire ce n'est pas moi, c'est la machine, c'est la combinaison optique, enfin tout le op art qui se traduit dans les autres maquettes. C'est une position que nous refusons. Parce que si chacun réagit de cette façon mécanique dans sa propre sphère d'activité, dans sa relation avec les autres, nous croyons que le monde, que la vie n'est pas vivable. Et je crois aussi qu'il y a une déformation qui vient du fait qu'on est en train d'observer une maquette. D'ailleurs, je crois que le jury s'y est trompé comme vous-même, d'ailleurs, sur ce critère-là, à savoir que nous proposions un espace à vivre et non à regarder. Il est bien évident que, regardant cette maquette à cette distance, on ne pénètre pas du tout à l'intérieur de l'espace, on ne fait que le survoler. Mais pourquoi opposez-vous vivre et regarder? Puisque regarder est une fonction de la vie. Enfin, on peut pas. C'en est une, mais elle ne doit pas, en tous les cas, être suffisante. C'est-à-dire. Non, disons que regarder à ce niveau-là, c'est apprendre à regarder. Je crois qu'aujourd'hui, la ville ne nous met pas dans des situations spatiales nous permettant de comprendre qu'on peut vivre différemment en regardant. C'est-à-dire que sur un immeuble entièrement vertical, il n'y a pas une autre manière de regarder que l'horizon. Je crois qu'on pourrait parler d'ailleurs à ce niveau-là, dans beaucoup de projets, entre autres ceux de nos concurrents, d'une sorte d'engloutissement visuel, et pas seulement visuel d'ailleurs, un engloutissement tout court à l'intérieur des projets de ce type, parce que justement, ils ne sont que des empilages de morceaux de sucre, et ces morceaux de sucre représentant l'entité logement. Il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de hiérarchie d'échelle qui permettent aux gens, à différentes distances par rapport au projet, d'identifier d'abord une grande structure claire, qui se redécompose ensuite en différents autres types de structures, dont le logement est l'achèvement, au fond, de cette structure. Alors, pour qu'il y ait compréhension d'un système urbain, il faut qu'effectivement ce système soit d'abord clair dans une lecture assez éloignée, et au fur et à mesure où on s'en approche, les mécanismes d'organisation des logements, la manière dont ils s'engrangent les uns les autres, la manière dont ils participent avec les équipements, enfin, il faut que la ville soit didactique, qu'elle explique son système de fonctionnement à n'importe quel rapport de distance et d'échelle par rapport à elle-même. Sinon, on se trouve dans une situation d'architecture intérieure où les espaces nous sont proposés en chaîne les uns par rapport aux autres et on finit par s'engloutir. Parce qu'à aucun moment donné, on ne peut avoir le recul suffisant par rapport à cette ville elle-même pour en comprendre la hiérarchie et la structure. En somme, la clarté, on la trouve grâce à la fois à la diversité et à l'unité. C'est ça, c'est ça. Ils sont apparemment deux choses contradictoires, mais qui, lorsqu'elles sont situées dans une hiérarchie de distance, par exemple, ce projet est extrêmement clair, extrêmement évident à une certaine distance, et on peut, au fur et à mesure s'en rapprocher, perdre cette clarté au profit d'une diversité. Et d'une complexité. Et d'une complexité. Il y a une chose, qui est la complexité. On voit l'unité chez vous. Où est la diversité chez vous? Mais je crois qu'on le verra. Il faut se rapprocher. Il faut rentrer à l'intérieur de l'organe rue pour voir à quel point la rue propose une diversité d'actes possibles, de relations possibles entre le logement, les équipements, le site propre, etc. La forme que vous donnez à l'édifice, et c'est à dessein que j'emploie ce mot, est très différente des formes utilisées actuellement par les architectes de la tour, de la barre, de la pyramide, etc. Est-ce que vous revendiquez des influences à remonter aux Assyriens, aux Égyptiens? Certainement, nous ne revendiquons pas les influences des Assyriens et des Égyptiens. Nous revendiquons des influences infiniment plus simples, qui sont les influences des moyens de réalisation de notre temps. Vous parliez de la tour de la barre. Il s'agit là, il ne s'agit même pas de forme, il s'agit d'empilement simple. À l'échelle d'une ville, pourquoi se priver de tous ces moyens qui font se déplacer les gens, qui font que les gens vont voir Tancarville, vont voir Orly, vont voir éventuellement à la Défense la voûte du CNIT. Et ces deux échelles de lecture, ces deux échelles de moyens de réalisation existent dans notre projet. Quand nous faisons ces ponts, ces pylônes, ces plans inclinés, ces fenêtres urbaines, nous parlons à la fois à l'échelle des moyens de notre siècle et nous parlons à la fois le langage du logement, du petit logement, avec une terrasse, un balcon, une fenêtre. Mais on ne peut pas privilégier un langage par rapport à l'autre. Les influences, elles existent, elles sont certaines, en particulier celle de Santelia. Mais quelle est l'influence profonde de Santelia par rapport à nous? C'est un des premiers architectes qui, frappé par les usines hydroélectriques, les barrages,
a essayé de transcrire dans un langage de ville l'émotion qu'il ressentait devant ces nouvelles masses. Quelle année, oui, En 19... Enfin, avant la guerre de 14, puisqu'il a été tué au début de la guerre de 14. C'était un futuriste italien. C'était un futuriste italien. Les logements, on peut les retrouver dans plusieurs situations spatiales. On a des logements simplement verticaux qui ont une représentation d'empilement conventionnel, mais donc leur fonction, c'est plutôt de repérer, de marquer, disons, une trame appropriable entre secteurs. On a des logements qui ont une fonction par rapport à l'espace beaucoup plus grande, c'est-à-dire se trouver en surplomb, donc agir directement sur l'espace. Je vous interromps une seconde. Vous dites les éléments verticaux, ce sont des logements aussi? C'est des logements aussi, oui. Bon. Mais alors comment choisira-t-on, l'usager choisira-t-il entre les verticaux et les autres? Est-ce qu'il ne préférera pas ceux qui sont obliques plutôt que les verticaux? Disons qu'on ne peut pas tout faire. Il y a une notion de complémentarité, c'est-à-dire que la notion de bâtiment oblique est une notion qui joue un rôle dans cet espace. Elle nous force, si tout était oblique, on reviendrait sur une notion d'absence de complexité dans la rue. Oui, mais comment cette complexité sera-t-elle saisie par celui qui habite ou bien l'oblique ou bien le vertical? Ou encore cet autre oblique qui sont des logements, si vous voulez, presque individuels, étagés. Mais je crois qu'il faut revenir à cette notion de complexité, parce qu'au fond, vous dites, pourquoi tous les logements ne sont pas obliques? Et si nous faisions tous les logements obliques, vous diriez, mais ceci ressemble à l'avant d'un bulldozer, à un brise-lame. Je crois que c'est la composition de ces éléments, c'est l'organisation de ces éléments qui donne une lecture urbaine du projet. Mais est-ce que vous pensez que la vie dans les logements, dans la mesure où on sera à l'intérieur du logement, sera différente dans votre conception de la vie dans une autre conception? Oui. Oui, parce que chacun des logements traversant ici a ce que nous avons appelé le prospect kilométrique, et il est effectivement kilométrique, et à la fois participe sur son autre face à la vue de la rue, à ce qui se passe dans la rue, à la vue des autres, et voit l'autre part qui est située au travers d'un cadre, d'une fenêtre urbaine qui est à peu près 30 mètres sur 30, c'est-à-dire la variété des vues. Oui, je dirais par exemple une comparaison à une rue traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe par exemple au 7e arrondissement à Paris? On prend la rue, il y a une façade rue. Et de l'autre côté, c'est le mystère. Or, il y a des espaces verts très importants. Ici, c'est le contraire. L'intérieur, c'est les phénomènes urbains. Et l'extérieur, c'est les parcs pour tout le monde. Donc la vie, forcément, est différente. Mais est-ce que vous pensez que la vue sur la rue sera une vue intéressante, étant donné que c'est une vue en surplomb? Je crois qu'encore une fois, on ramène tout à la notion de vue, comme si la vie était liée à un problème de perception. Ah non, mais la vue est importante. Pour quelqu'un qui est dans un appartement, tout de même, la vue, c'est tout de même une chose... Je ne veux pas dire que la vue, c'est un élément de relation qui existe et qu'on a recherché. Bon, bien sûr, mais là, on crée une relation, et notamment visuelle, du côté de l'espace urbain, et on libère une vue dégagée. Je m'étonne qu'un homme de cinéma nous pose des problèmes sur le surplomb, alors qu'il est certain que la relation de surplomb par rapport à quelqu'un, le seul fait de monter sur une table, le seul fait pour un acteur d'être un peu rehaussé par rapport à des spectateurs, crée des sentiments et des sensations tout autres. Et je ne vois pas pourquoi on priverait les gens de ce sentiment de l'espace aussi, puisqu'ils ont la possibilité d'avoir d'autres sentiments de l'espace. Automatiquement, l'oblique permet, ce qui est décrochement à l'envers ici, permet automatiquement des terrasses de l'autre côté. Ce qui fait que l'équilibre produit dans un logement qui est toujours traversant, on peut le voir, le logement est ici et il est traversant derrière, il a un bénéfice par rapport à ce balcon sur la rue, mais ça crée automatiquement une terrasse de l'autre côté. Tous les logements sont traversants. Il n'y a aucun logement qui ne soit pas à deux vues, qui ne soit pas à une seule vue. Et comment sont réparties les pièces? Par exemple, les cuisines, les salles de bain, etc. Sont-elles derrière, au milieu? Les cuisines sont côté terrasse et les salles de bain sont au milieu de l'appartement obscur. Et quelles sont les pièces qui se trouvent du côté de la rue? Les chambres. Donc les pièces de choix. Parce que le séjour, étant la pièce principale des réunions de l'ensemble, devrait bénéficier de l'avantage de la terrasse. Dans votre projet,
vous avez voulu d'une part développer les relations entre les gens. Avez-vous également tenu à préserver la vie privée? Justement, je pense qu'on a marché très fort dans le sens de l'intimité des logements, où on n'a pas voulu créer des vis-à-vis gênants, ni des promiscuités d'un logement sur l'autre. L'intimité est sauvegardée pour que les gens ne soient pas confrontés systématiquement à une perte de vie intime et être forcés à vivre une vie communautaire. C'est-à-dire qu'on a posé tous nos efforts sur une décompression depuis la vie intime jusqu'à la vie en grande communauté, et c'est uniquement possible parce que cette intimité était sauvegardée. Disons qu'on ne jouait pas les deux cartes, c'est-à-dire les logements expérimentaux lui aussi. C'est un logement où toutes les conditions du marché actuel sont respectées. C'est la situation spatiale de ces logements dans l'espace général qui était modifiée. Mais le logement lui-même conservait toutes les caractéristiques demandées actuellement par le marché du logement. Oui, vous disiez développer les contacts entre les gens, disons simplement les permettre. Oui, je pense que le logement, dans la mesure que les gens peuvent se retrancher dans une intimité forte, s'épanouir dans cette propre intimité, ils ne seront pas, disons, bouleversés dans leur possibilité d'accepter une relation autre pour laquelle toute une série d'espaces ont été créés pour eux. Mais je crois d'ailleurs que là, on sait par expérience que c'est l'inverse qui se passe, c'est que dans le cas où les gens sont dans une situation de protéger leur intimité parce qu'ils sont sans cesse agressés, soit du point de vue acoustique, soit du point de vue par leurs voisins, eh bien, à ce moment-là, ils se replient sur eux-mêmes et ne participent absolument plus à la vie collective. C'est il y a une nécessité absolue de sauvegarder l'intimité du logement pour permettre, enfin, donner les conditions nécessaires à la vie collective. Disons qu'on peut dire qu'il y a promiscuité spatiale, mais il n'y en a pas promiscuité de logement. Et en ce qui concerne alors les équipements proprement dit, quels sont les différents équipements qui sont au programme et comment les avez-vous conçus, et en particulier, comment avez-vous conçu leur relation avec la forme générale? Disons, aucun équipement se trouve à une distance supérieure de 1 minute à 2 minutes de distance d'une cage d'ascenseur, de logement et au pied de ces logements-là. On a par exemple ici le gymnase qui se trouve intimement lié à les structures des logements. On a dans l'extrême de la maquette une école primaire et maternelle. Donc ce cours d'école est entièrement ouvert sur l'espace vert, mais l'entrée, le préau d'accès se trouve mélangé avec la circulation couverte qui longe la grande rue est ouverte par contre. Et de même, de la rue, on voit par un effet de surplomb les gens qui jouent dans les gymnases. Enfin, on aurait pu voir. On a aménagé aussi au niveau de l'école des passages publics à l'intérieur des écoles pour qu'ils puissent aussi participer de ce qui se passe dans une école. Et bon, les rapports transversaux de la rue se passent à travers les équipements. Oui, est-ce que l'école ne sera pas troublée précisément par ces passages? Non, je crois que c'est ce qu'on appelle actuellement en pédagogie. On cherche à avoir une intégration des parents avec les étudiants à l'intérieur de l'école. Et ce type de programme permet le deux, c'est-à-dire l'école fermée ou l'école ouverte. L'école, si par hasard des maîtres d'école voulaient une pédagogie où il y a une intégration très forte des parents d'élèves avec les élèves, c'est possible. Mais il peut aussi fermer une porte. C'est-à-dire que, comme partout ailleurs, la possibilité est là. Si elle est utilisée ou pas, ne nous appartient plus. Et est-ce que vous avez prévu des boutiques, des cafés, des restaurants, etc. Il y a à 5 minutes à pied, c'est-à-dire que si on parlait d'1 minute à 1 minute et demie pour les équipements comme les écoles et les gymnases, il y a une distance un peu plus grande qui est 5 minutes, qui concerne les petites gares, les arrêts du transport qui va relier entièrement toute la ville. Et c'est autour de ces arrêts du transport ou un petit centre commercial avec des cafés, des équipements annexes commerciaux sont installés. Oui, alors vous prévoyez les commerces comme un centre et non pas comme quelque chose de linéaire. Oui et non, parce que justement, on n'a pas du tout insisté sur la notion de réserve d'espace. Ce qu'on a regroupé,
c'est, disons, le côté fonctionnel du commerce, la nécessité de trouver toujours du pain, du lait. Mais tout au long de cette structure, et c'est pour cela que les parties basses des équipements sont réalisées avec une résille métallique pour qu'on puisse les modifier, les changer, nous trouverons l'implantation de petits commerces qui sont presque comme des vitrines d'affichage, qui sont tout aussi bien un marchand de tabac, comme un marchand de journaux, comme des distributeurs automatiques de boissons, comme un petit marchand de glace et tout. Mais ça, c'est un... Il y a une occupation progressive de ce projet, des pieds du projet, des espaces libres du projet qui existe. Nous ne pouvons pas, nous, architectes, remplacer la vie des gens. Oui, ce projet, pardon, permet la vie des gens, oui, s'il était construit. L'exemple du commerce est intéressant, parce que vous avez dit, vous, est-ce que vous avez prévu des boutiques? Vous pensez bien que ce problème, malheureusement, n'est pas directement de notre compétence. C'est-à-dire que nous prenons en charge un programme qui nous est donné. Or, vous savez très bien qu'actuellement, la tendance du commerce, c'est de se concentrer dans des très grandes unités qui sont plutôt des boîtes à vendre et qui sont totalement isolées des tissus urbains traditionnels et même des tissus urbains nouveaux. Et ça, on peut considérer que c'est très dommageable pour la vie urbaine. Effectivement, tout le bénéfice de l'animation créée par le commerce disparaît parce que notre société a sécrété un mode d'échange commercial qui est d'une toute autre nature que celui de l'échange ancien. Et ça, on est au cœur d'un débat là qui est d'actualité. Je crois que, bon, il s'agit de savoir si notre société pourra se permettre le luxe, si elle considère ça comme un luxe, du petit commerce de détail qui, à ce moment-là, au niveau de l'urbain, apportera tout le support d'animation qu'il avait traditionnellement. Je crois qu'il faudrait éviter de penser quand même que l'architecte a tout pouvoir, qu'il est l'homme à créer la ville, la situation, transformer les contextes politiques. On est un outil de travail, on est dans un système politique, on est en situation de réponse, et on veut bien assumer les réponses qu'on fait, à condition qu'on ne surcharge pas non plus de responsabilités. C'est vrai qu'il y a un programme, ex-programme, on s'y est tenu, et que le contenu de ce programme, malheureusement, si notre participation, et c'est pour ça qu'on investit effectivement le plus là-dessus, c'est qu'on rend possible la transformation. C'est que la rue, cet espace-là, est un outillage qui permet une transformation, mais au fond, cette transformation, on peut que la souhaiter, on ne sait pas du tout si elle se produira. On peut que la souhaiter. C'est pas nous qui prévoyons la répartition des commerces. Ils viennent ou ils ne viennent pas. S'ils doivent venir, en tout état de cause, ce projet est le seul qui autorise très facilement, presque au niveau du bricolage quotidien, à l'y installer. C'est-à-dire qu'une décision faite par une très petite collectivité à l'intérieur de la rue, peut-être même une seule montée d'escalier, peut, au niveau du bricolage, installer très facilement, puisque la rue a déjà préparé tout cet outillage-là, installer quoi que ce soit, où que ce soit, quand il le veut. Au fond, je crois que notre responsabilité était celle du possible. La réalité objective de cette maquette, de ce lieu, de cet urbanisme, au fond, laissons-la à ceux qui décident. Laissons-la aux politiques. Et laissons-la à ceux qui vont l'habiter aussi, ou ceux qui auraient dû l'habiter.